Donc, mais là, on va parler de votre mariage aussi, là, parce que là, vous êtes rencontrés au restaurant Sainte-Claire. Comment ça s'est passé, votre mariage? Montclair, excusez. Il a passé au feu des années 60. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire, comment ça s'est construit, notre mariage? Comment ça s'est passé? Une cérémonie? La cérémonie, c'est ça? C'était à l'époque à l'église, c'est sûr. Et puis, on s'est mariés avec l'abbé Roberge, qui était Villemont, son père était décédé, alors c'est son frère le plus vieux qui a été son témoin. Moi, c'était mon père. Ce qu'elle dit pas comme faux, là, c'est qu'il était décédé 1 mois avant qu'on se marie. 1 mois. 1 mois avant notre mariage. 59 ans et 3 mois. Moi, j'ai perdu mon père aussi à 57 ans. Très jeune. Oui, Très jeune, monsieur 57 ans. Ouais, oui, c'est ça. je me souviens. Dans ce temps-là, ça arrivait souvent des morts comme ça. Le cœur. C'est le cœur. Ah oui, ton père, je me rappelle, c'est le cœur. Ouais, c'est Ma mère, ils ont eu de la peine. oui. Ça, c'était mal. Ouais. Puis la réception a eu lieu au Danube bleu dans ce temps-là. Oui. Il y en avait-tu des salles dans ce temps-là? Il y avait 3 salles. 3 salles, oui. Ouais. Il y avait le Danube bleu, il y avait le lac des Pins. Puis le chalet des Cèdres. Chalet des Cèdres. Puis il y avait aussi... Il y avait toujours ici des hôtels aussi, le manoir Charlevoix et le Château Meuret. Puis il y avait Louis Serre, Monsieur Serre. Mais c'était une belle époque, ça. Ah oui, écoute. Est-ce que vous fréquentiez les soirées modernes? Oh oui, Ben écoute, oui. nous, on dansait, on aimait aller danser. On aimait danser, oui. Vous avez fait une belle jeunesse. Oui. Là, vous êtes des jeunes mariés. Là. C'est quoi une soirée que vous faites? Vous allez au restaurant? Vous allez danser? C'est-à-dire qu'on allait... Alors, là, c'est sûr que... Danube, il y avait toujours... On travaillait en s'amusant. On allait luncher chez Pierre après. Ah oui, c'est vrai, Pierre, chez Pierre. Puis monsieur Pelletier avait un accueil extraordinaire quand on arrivait là. Écoute, c'était plaisant. On pouvait veiller jusqu'à 2-3 heures de la nuit, puis ça ne nous dérangeait pas à l'époque. Oui, c'est sûr. Oui, c'était le fun. Oui, non, mais on a fait un beau mariage avec une belle réception, un beau voyage de noces qu'on a fait dans le nord de Montréal. Dans le nord de Montréal. On est allé au Château du Lac une semaine, puis au Grey Rock. Dans ce temps-là, le Grey Rock, c'était très reconnu. On est allé 2 semaines en voyage de noces. Et puis, on était partis pour une semaine, puis on a averti qu'on restait une autre semaine. Puis là, c'était surtout des anglophones qui étaient là au Grey Rock. Au Grey Rock, ça, oui, c'était anglophone, ça. Et oui, c'était vraiment... On a fait oui, c'était le fun. Et puis, c'est ça. Puis là, le quotidien commence. Et là, toi, Colette, tu décides de travailler au magasin avec ton mari. Après que les enfants ont été... Après que Donald a commencé l'école. Elle a commencé la maternelle. Ah, OK. Tu étais femme au foyer. Yes. OK. Oui, entière. Non, si on revient, c'est sûr qu'on va parler un peu de vos enfants. Pas actuellement, mais à cette époque. Vous avez eu 3 enfants? 3 enfants. 3 enfants. 2 filles et un garçon. 2 filles et un garçon. Oui. Toujours sur le dessus du magasin? Non, pas du tout. Seulement parce que vous êtes ici, on est ici. OK, vous avez construit. On a acheté cette maison-là 2 ans après notre mariage. Ah, OK. Oui. Alors, les enfants, ils avaient 2 ans. On a acheté en 64, on s'est mariés en 62, on a acheté en 64 ici. Oui, c'était au monde, mais Caroline et Donald sont c'est une maison qui avait été construite par... Une maison qui avait 2 ans. Rosaire Martel avait juste 2 ans. OK, parce qu'il y avait un Martel de l'autre côté. Là. Non, c'est ici en premier. OK, Martel, OK. Puis à côté, Puis l'autre, Paul Martel. À côté, c'est Petit Paul Martel. On l'appelait Petit Paul. Petit Paul, oui. Qui jouait tout le monde du violon. Il a joué du violon. Il était tellement gentil. Un cousin à ma mère, ça. Un cousin à ta mère? Ben oui, ma mère, la mère, Bouchard. C'est Bouchard, mais Corinne Martel, c'est sa mère. Corinne Martel, c'est une Martel du clan Martel qui était mariée avec François Bouchard. Ils ont eu, on parle des commerces dans Charlevoix. J'avais ma tante Germaine, mon Crodoff, qui avait le restaurant Le Gourmand, qui était situé un peu en face où il y avait un poste de gaz IGS, là, à côté maintenant de Godin. Là, ici, sur la côte. Entre Francis Bouchard, oui, sur la côte, Godin. Le restaurant, oui. Il y avait un restaurant. Oui. Mes grands-parents restaient là. Ma mère avait une parenté avec
ces gens-là. Là. Mais là, OK, tu viens de me faire allumer. Là. Ah, OK, je me souviens de ça. Parce que ma mère, autrement dit, la mère de ma mère, c'est Corinne Martel. Qui était une sœur du père à Paul Martel. Exactement. OK, parfait. Exactement. Ah, oui, où est-ce que Clément Martel demeurait? La vieille maison, c'était où Clément Martel? C'est ça. La vieille maison. En bas de la côte, juste en bas de la côte, là. Ah oui, Charles, Clermont, on est tous un peu parents. Mais tu sais, c'est parce que, comme je t'ai dit, on a toujours été en commerce, on a connu beaucoup de monde ici. C'est sûr. Des fois, là, j'ouvre l'ordinateur, je regarde les avis de décès, puis je dis, oh mon Dieu, quand il venait encore un autre. Il venait dans mon magasin. Oh mon Dieu, il est tombé trop jeune. Justement, il y a une petite Martel qui vient de décéder, là, Guylaine, là. Ah oui, c'est pas jeune. 61 ans. Ah, c'est pas Écoute, puis l'autre jour, 58 ans, un jeune homme, là, oh mon Dieu. Oui, on faut remercier le bon Dieu. Bon, heureusement, on vous a encore. Ben oui. On va essayer de rester encore un bout de temps. Ben oui, c'est ça, regarde, on n'est pas pressé. Non, moi, je suis pas pressé. On n'est pas pressé. Mais aussi, l'important, c'est que vous êtes encore là. Parce que souvent, les gens, regarde, il n'y a pas rien que le physique aussi. Moi, je vous parle, là, puis vous êtes encore jeune. Bien, on essaie. On essaie, tu sais. Nous, on a gardé comme habitude, là, la télévision est presque tout le temps ouverte ici. Okay. Tu sais, moi, je dis des fois, elle devient un beau-frère. J'ai toujours eu 8-10 télévisions en arrière de moi. Fait que la télévision, pour moi, c'est ma vie. C'est encore ma vie. Puis j'ai l'ordinateur. On a des ordinateurs, la tablette, les téléphones cellulaires. Vous êtes encore à la fine pointe. Moi, oui. C'est même vous avez gagné votre vie. Là. Mais nos enfants nous poussent aussi. Nos enfants nous poussent à ne pas devenir vieux. Mais je parle de vos enfants. On va en parler de Donald. On va parler aussi de... y a-tu quelqu'un qui a suivi un peu les traces? Y a-tu des... Pas du tout. Pas du tout. Ils ont tous des carrières. Oui. C'est ça. Ils ont toutes des carrières différentes. Mais on va... avant de finir cette section-là, on va retourner dans le passé, par exemple. Dans quoi? Dans le passé, dans l'historique, là, de ce qui s'est passé au niveau... avant de... Donc, y a-t-il d'autres choses qu'on pourrait souligner sur vos parents, sur vous, votre mère, vos parents, y a-t-il des choses avant qu'on termine la première section qu'on pourrait souligner du passé? Là, moi, mes parents, ma mère a toujours été une femme à la maison et mon père a gagné sa vie à Deneau. OK. C'est des travailleurs de Deneau. Oui, il a pris sa retraite un peu plus tôt que prévu parce qu'il a été très malade, mon père. Puis d'ailleurs, ils ne sont pas décédés vieux, mes parents. 78 ans, mon père, et 74 ans, ma mère. Moi, tu vois, je vais avoir 81 ans. Vous ne faites pas. Merci, c'est ce que le docteur m'a dit quand je suis allée à l'hôpital. Il pensait que j'avais 60 ans. Ah ouais. Mais j'ai de la génétique, par contre. J'ai des deux cousines de mon père, une qui a 103 ans, l'autre qui a 104 ans, et une qui vient de décéder à 105 ans. Un cousin qui a 99 ans. Alors, j'ai de la génétique. Moi, je fais partie de cette génétique. Je vous souhaite de les battre. Bien, je vais commencer à divaguer un peu, peut-être. À cet âge-là, peut-être que mes enfants ne voudront pas trop prendre soin de moi. OK. Là, on fait un beau voyage. Là. Par exemple, ce qui t'a pas parlé, c'est que son père a été le premier agent d'assurance ici à Clermont. Ah oui? Et puis, sa mère a été la première femme à faire partie en tant que marchand des Marchands Unis, la première femme. Oui, si on parle justement de l'époque des marchands de Charlevoix, il n'y avait pas de chambre de commerce à l'époque? Non, mais les Marchands Unis, c'était comme une grosse maison d'affaires. Où est-ce que grand-maman Bergeron allait acheter son stock. Alors, elle a été la première femme à faire partie des Marchands Unis, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elle achète des parts. C'était des parts que les Marchands Unis vendaient. Et elle a été la première femme à en faire partie. OK, donc c'est un... Oui, elle a fait une belle carrière, la mère de Villemont. Est-ce qu'on va en parler un peu, votre mère? Là? Oui, écoute, elle a tellement... C'est tellement d'histoires de maman Bergeron, là. Oui, mais puis je vois que c'est des gens que vous avez aimés, ça, parce que vous en parlez passionnément. Oui, cette personne-là, je voulais être son exemple, mais c'est impossible. C'est impossible parce que c'était une femme extrêmement travaillante, tellement ordonnée. Ce que Noëlla, moi, c'est mes belles-sœurs qui m'ont raconté. Moi, ma belle-sœur Noëlla m'a raconté
que sa mère, d'abord après que grand-papa, son père était très malade, alors il a arrêté de travailler assez jeune. Il a fait du taxi, ton père, et puis il a été... il n'a pas fait de... Ben, taxi, là, dans ce temps-là, c'était pas il y avait vraiment... un bureau d'assurance. Mais on allait reconduire des fois des pêcheurs au Troisième Lac parce qu'il y avait un auto vraiment pour ça, là. Un Ford 37, puis il faisait un peu d'assurance avec ça, tu sais. C'est comme ça qu'il s'arrachait la vie aussi. Mais maman s'occupait beaucoup du commerce à ce moment-là. Puis à ce moment-là, on avait une servante à la maison pour faire à manger, parce que Ghislaine était une des sœurs. Elle était partie, elle, à Plattsburgh, apprendre l'anglais. Il restait, puis Jacqueline était mariée, Noëlla était mariée à ce moment-là. Puis je me rappelle dans le temps de la guerre, parce que dans le temps de la guerre, moi, 39-45, on vendait du sucre, du beurre, des affaires-là, du sirop, là, puis il fallait avoir des coupons. Il fallait avoir des coupons. Puis moi, je me rappelle que j'ai collé des coupons, justement, parce qu'il n'y avait pas le droit d'acheter plus que tant de livres de beurre, tu sais. Il y avait une sorte de consignation. Ah, exactement. Puis, le rationnement. Le rationnement, exactement. Ouais. Je sais pas je pense qu'il y avait il y avait le sucre. Le sirop. Le sirop. Le sirop, le sucre. Je suis pas sûr. Il y avait une autre chose à part ça, là, qui était rationnée, là, je sais pas quoi. Mais moi, j'ai pas connu ça, moi. Ouais, moi, j'ai collé des timbres, justement, parce que le gouvernement vérifiait ça. Quand on vendait, puis on pouvait pas en vendre plus à toutes les personnes, parce qu'on n'aurait pas eu pour les autres, tu sais. Ça fait qu'il fallait vérifier ça. Raconte à Gaétan. Tu vas couper des choses. Non. On regarde. Intégral. Intégral. Non, il n'y a rien dit de pas correct jusqu'à présent. Oui, raconte. Raconte l'histoire des MP. Oh non. Non, tu veux pas. Dans le temps de la guerre. Ah, il y en a passé des affaires dans le temps de la guerre. Quand mon propre père, moi, Tu sais, à l'époque, c'était pas tout le monde qui était pour la guerre. Exactement. Là, hein? C'est comme dans le moment en Ukraine, pas tout le monde qui... Non, mais c'est parce qu'il y avait un monsieur qui allait chez grand-maman Bergeron, et puis il y avait une vitrine, puis en dessous de la vitrine, il y avait comme... et puis le monsieur, quand il voyait passer les MP, il se cachait. Il se cachait. Il y a des gens qui sont cachés. Ah oui, non. Mais il y en a qui se cachaient aussi à Montagne-de-Croix-Clermont. Il y avait une sorte de cachette aussi. Ça, je sais pas, là. Il y en a qui se blessaient volontairement pour pas aller à la guerre. J'ai pas connu ça. Pour pas aller à la guerre. Ils se coupaient un orteil. Ça, je l'ai entendu. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu plusieurs fois. Mais évidemment, il était trop jeune pour la guerre à l'époque. Non, il n'était pas trop jeune. C'est parce que, justement, il était comme demandé pour y aller. Puis, il ne voulait pas y aller. À ce moment-là, il se blessait pour pas aller. Blessé, il ne pouvait pas avoir. Parce que mon père a passé à 2 cheveux d'y aller. On a reçu le sac. Je me rappelle, je jouais avec le sac qu'il avait donné à mon père. Mais mon père était vraiment trop malade. Puis en plus, c'était en 40... Il a reçu ça probablement en 44, le sac. Puis la guerre a fini en 45. Il n'a pas eu le temps de partir. Il n'a pas eu le temps. Parce que plus il attendait, plus il prenait vieux, là, à ce moment-là. C'est ça. Et puis il devenait de moins en moins difficile. Mon père a passé proche aussi d'y aller, mais il s'était cassé une jambe de nous. Alors, à ce moment-là, mais après ça, là, il était guéri de la jambe. Il a passé proche d'y aller avec... c'est ça, avec... il devait boiter. Je ne sais pas, non. Je ne me souviens pas s'il boitait, là. Mais non. Il y en a qui sont cachés dans le bois. C'était pas évident d'aller à la guerre dans ce temps-là. Il y a eu tout le monde qui était au courant des atrocités que Hitler faisait à l'époque. Oui, c'est ça. Ben, tu sais qu'il faut leur pardonner ça. Quand tu parles aux enfants de M. Jacques-Jean, par exemple, à Bernard, après ça, tu parles à comment il s'appelle, Daniel. Leur père est allé à la guerre. Oui. M. Jean. Oui, M. Jean. Le 11 novembre, il ne parlait pas de la journée.
Et il n'a jamais voulu parler. Il a été prisonnier. Oui, c'est lui qui était aviateur. Parce qu'on, non, il n'était pas aviateur. Non, c'est M. Warren qui a été aviateur. Mais M. Jean, c'est pas lui qui avait reçu des balles, qui était prisonnier. Oui, justement. C'est ça, parce que il a été prisonnier. Des interviews à la télévision communautaire. Louis Serre était fait prisonnier par les Allemands, mais lui, il a été sauvé, M. Louis Serre, parce qu'il était cuisinier. Alors, il leur faisait à manger, parce que c'est lui-même qui me l'a dit, M. Serre. Oui, OK. C'est la vieille histoire, ça. Oui, mais on est là pour en parler, puis vous êtes notre mémoire vivante. Bien là, on commence à... Ça commence à être... Oui. Là, on va finir un peu cette section-là, puis après, on va commencer par le cœur de votre commerce et par la raison, à un moment donné, de la fermeture. Et également, dans la deuxième section, on va parler de vos enfants, ce qu'ils font aujourd'hui et du quotidien de nos deux personnes qu'on rencontre aujourd'hui, qu'on aime tant. Oh, t'es fin. T'es gentil. T'es tellement gentil. As-tu vu ça dans un verre d'eau? Non, ben là, on va faire... Vous aussi, vous êtes très gentil. On termine. Merci beaucoup pour cette belle rencontre. Bien, ça me fait plaisir, Gaétan. Je suis encore avec Louis Martin. On s'excuse peut-être pour le problème de son qu'il y a probablement eu quand on est amateur et qu'on fait ça de façon... Oh oui, mais bon, là, ça va fonctionner, là, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est ça. on continue l'entrevue. Où est-ce qu'on était? Toi? On arrivait vers la fin, dans le fond, là, parce que moi, j'explique un peu ce que je fais maintenant à l'université. Puis, au-delà de ça, en toute honnêteté, je pense pas que c'est quelque chose qui intéresse tant les gens de Charlevoix, là, mon quotidien. Mais ça fait maintenant 17 ans, puis, je suis satisfait, je suis heureux, comme tu dis. Mais j'ai trouvé mon bonheur, malgré qu'il y a toujours une partie d'Internet insatisfait qui est en moi. Et éventuellement, il me resterait encore quelque chose à accomplir, qui serait peut-être de boucler la boucle en allant servir les gens plus démunis. Donc là, je commence à le faire un peu par rapport à mon travail, mais c'est très, très humble par rapport à tout ce qui pourrait être fait. Donc, mon but serait peut-être de prendre une retraite pas trop tardive et d'aller travailler dans le communautaire à Montréal, évidemment, là, parce que moi, je vois la pauvreté à chaque jour. Il y a beaucoup plus de pauvreté à Montréal c'est incroyable. Bien, on pourrait dire, c'est différent parce que l'écart est plus évident à Montréal. Et aussi, c'est que les pauvretés plus extrêmes, qui ne sont pas nécessairement des pauvretés qu'on peut voir dans Charlevoix, même s'il y a de la pauvreté dans Charlevoix, il ne faut surtout pas se cacher ça, hein, c'est important. Mais dans la pauvreté de Charlevoix a un minimum, l'entraide des gens de Charlevoix, le fait qu'on est proche de nos familles, tout ça, fait qu'on ne tombe jamais très bas dans Charlevoix. Moi, je pense qu'on s'entraide beaucoup plus, on est beaucoup plus généreux. À Montréal, malheureusement, une famille d'immigrants qui n'a pas nécessairement encore fait de contact là, et qui est dans la pauvreté, peu de gens vont les aider. Et c'est aussi, lorsqu'on concentre la pauvreté dans des quartiers, à un moment donné, ça ne fait que tranquillement là, reproduire les mêmes problématiques, autant des problématiques de santé, d'éducation et tout et tout. Et pour demeurer dans un quartier qui est loin d'être un quartier favorable à Saint-Michel, qui est, bon, je ne reste pas dans le pire coin de Saint-Michel, mais... C'est si violent que ça, Saint-Michel? Non, honnêtement, la violence, à Montréal, il ne faut pas aller très loin hein, pour trouver que c'est si violent que ça. Juste aller au sud de la frontière, puis on va voir que c'est autrement plus violent. Il y a autrement plus de fentanyl, puis autrement plus d'overdose, ne serait-ce que dans le Vermont. Mais évidemment, par rapport à nos standards à nous, il est bien évident qu'à Montréal, c'est pas comme vivre en région. Et puis, n'importe quelle structure qui accueillerait à travers elle 3 millions de personnes finirait par voir émerger des comportements problématiques. C'est le propre un peu de l'homme, entre guillemets, qui devient sauvage quand on n'a plus nos besoins fondamentaux ne sont pas comblés. Et on pourrait dire même qu'aujourd'hui, dans notre société, on pourrait considérer que l'éducation est un besoin fondamental presque, même s'il ne mène pas à notre perte physique. Bien, il y a beaucoup de gens, entre autres à Montréal, mais ailleurs au Québec, qui n'ont pas ce qu'il faut. Et puis, on est quand même dans une société qui ne devrait pas
permettent ça. D'autant plus qu'on a voté il y a 20 ans une loi contre la pauvreté et on ne la respecte pas à chaque année. Et en tant que société, évidemment par l'entremise de nos gouvernements, on est nous-mêmes hors la loi par rapport à cette loi-là. Okay. Mais toi, est-ce qu'un jour, tu voudrais recommencer après faire la production vidéo? Est-ce que je le ferai? Ça fait 30 ans, J'ai une petite fille, donc, petite, quand même, c'est plus vrai, là, si je disais ça devant elle, elle capoterait. Elle va peut-être l'entendre. Oui, parce qu'elle a 12 ans, elle va peut-être l'entendre. Non, c'est une grande fille maintenant, Clémence, mais il reste que c'est ça, je le fais vraiment pour le plaisir. Il y a des gens qui m'ont donné une chance dans un bar que j'aime, le bar où je vois depuis des lunes. Si vous connaissez Montréal, c'est juste en haut du Quai des Brumes, qui est une institution là-bas. Ça s'est appelé le Café Central à l'époque, ça a changé de nom et ça s'appelle La Roquette depuis plus d'une quinzaine d'années. Et puis, moi, j'ai eu la chance, là, à un moment donné, connaître le gérant puis dire hey, est-ce que ça te tenterait que je remette un peu de musique? C'est une passion. C'est ma passion numéro 1. Il n'y a rien. Oui, je suis en train d'essayer d'écrire un bouquin là-dessus. Tu sais, il y a plein de choses là. La musique, c'est ma passion numéro 1. Et puis, il n'y a rien qui, selon moi, pourra déloger ça un jour. Là. Ça, c'est vraiment. Mais est-ce que c'est une passion pour en faire? Moi, je me suis toujours dit, lorsque tu en fais un métier, fais attention à ta passion. Parce que souvent, le métier va t'obliger à tellement de compromis que tu pourrais éventuellement écraser ta passion. Ouais, ce qui fait que le jeu vidéo ou le design de jeu
j'aime ça, je suis passionné, mais je suis capable de le faire avec beaucoup de détachement. Peut-être parce que c'est un peu plus technique, peut-être parce que c'est un peu plus, je dirais, basé sur des réflexions, des concepts et tout. Okay. Mais la musique, c'est très organique. Puis, sur quel jeu tu as travaillé? À l'époque, chez Ubisoft, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur des jeux qui étaient soit avec Disney, on avait beaucoup de licences de Disney. J'ai travaillé beaucoup sur les Rayman de l'époque, début des années 2000. Donc, Rayman est plus connu, une licence plus connue. J'ai travaillé aussi sur les débuts des Prince of Persia, lorsqu'ils sont revenus à la mode. Et j'ai eu jusqu'à la fin Moi, je suis parti là, juste comme Assassin's Creed là, sortait, donc qui est le gros hit de Ubisoft. Et puis, j'ai travaillé évidemment sur Splinter Cell, là, pour ceux qui connaissent cette licence-là. Bon, maintenant, je pense qu'ils en ont trop fait, là. Mais à l'époque, c'était assez innovateur, là, quand moi, j'étais encore à l'époque chez Ubisoft, disons, début des années 2000 à peu près. Tu as quitté Microsoft déjà? Quand j'ai quitté Ubisoft, oui. Rappelle-nous la date. C'était à la fin, quand j'ai commencé à enseigner, à partir de 2007, je suis resté comme consultant interne pour faire de la formation en design. Donc là, j'étais plus sur les équipes de production. Alors, je travaillais surtout l'été, beaucoup, et je travaillais entre les contrats d'enseignement. Mais à partir de 2009, donc voilà maintenant 13 ans officiellement, je suis professeur à temps plein. Donc, avec un poste à l'université. C'est de la communication. C'est que ça. Oui, c'est que ça. Tout à fait. Tout à fait. Surtout que maintenant, aujourd'hui, les gens s'attendent un peu à un spectacle. On ne se le cachera pas. Tout est rendu un spectacle. Tout ce qui se passe dans notre petit téléphone, c'est un spectacle. Tout est la fameuse... on est encore plus qu'on l'était dans l'époque des années 60, 70, dans la société du spectacle de Guy Debord. Donc, c'est que ça. Et même si moi, je travaille avec des adultes très matures, je dirais, même s'ils ne s'attendent pas à ce que je fasse un show, quand même, ils veulent une performance du professeur. Puis c'est normal, et puis je ne leur en veux pas du tout, mais on s'attend à ça. Non, il faut être intéressant. Puis, ça va avec l'époque aussi. Oui, c'est très loin de ce que moi, je pouvais vivre quand j'étais à l'université, où est-ce que c'était à l'étudiant de se motiver pour écouter. Parce que sinon, le prof, il était plate, mais pas rien qu'un peu. Il pouvait défiler des PowerPoint là, pendant 3 heures de temps, puis si tu n'écoutais pas, tant pis pour toi, tu avais 0 à l'examen, puis c'est that's it. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que ça se passe, et je dirais le fardeau de la preuve a été inversé. C'est vraiment au professeur d'être intéressant et intéressé, et puis pour s'assurer que l'étudiant va faire le meilleur parcours possible pour qu'il réussisse et qu'il devienne, un membre... je dirais, influent dans notre société. Parce qu'évidemment, les universités n'ont plus le moyen d'avoir des cours plates parce qu'on va soit aller dans une autre université, on va s'inscrire ailleurs, on va aller en ligne. Alors, c'est devenu un commerce, l'université, puis ça, on ne se le cache pas. Même si je ne le vis pas à tous les jours, à tous les matins avec mes étudiants, je ne rentre pas là en ayant l'impression d'être dans un gros centre d'achat de l'apprentissage. Mais il reste que quand on recule et on regarde ça avec un œil intéressé, mais avec, je dirais, un œil extérieur, c'est beaucoup ça, Donc, c'est l'éducation, peut-être pas encore au niveau primaire, secondaire, mais au niveau universitaire, c'est devenu beaucoup une commercialisation de l'apprentissage, ce qui est... Là, pour conclure un peu cette entrevue. Ben oui, il faudrait bien conclure, même si je ne suis pas le genre de gars qui conclut facilement. Tu t'adresses aux gens de Charlevoix qui t'ont connu, parce que là, tu es capable de leur parler, là, as-tu des choses à leur dire? La place que tu as pour tes amis, qu'est-ce que tu pourrais laisser comme message de ton chemin de vie présent? C'est ça. Bien, c'est sûr que ce que je pourrais dire, c'est peut-être quelque chose que les gens savent déjà dans le plus profond d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, parce qu'on est dans Charlevoix, parfois se sentir exclu du reste du Québec ou du reste, je dirais au moins de l'Amérique. C'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement fait pour vivre systématiquement toute notre vie dans cette région-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être passionné, aimer, avoir notre famille ici, même peut-être y revenir plus tard. Mais il ne faut pas avoir peur d'aller faire un petit tour ailleurs, prendre l'air, pour après ça, peut-être venir apporter à cette région-là tout ce dont elle a besoin, c'est-à-dire encore plus de fraîcheur, d'ouverture, de nouveaux projets, d'idées, de créativité.
Et Dieu sait que certains de mes bons amis de l'époque qui sont restés dans Charlevoix ont fait preuve de créativité. Je veux dire, je pourrais juste nommer une femme que je trouve magnifique, là, Alexandra Savard, avec sa Cité de la danse et tout. Je veux dire, quand je vois des projets comme ça, c'est extraordinaire. Et probablement beaucoup d'autres projets comme celui d'Alexandra que je ne connais juste pas par ignorance, mais qui sont tout aussi porteurs d'une vérité charlevoisienne, puis en même temps d'une créativité qui n'a pas de limite, qui n'est pas prise avec, je dirais, des barrières et qui vient d'un peu partout, du Québec, de l'Amérique, de n'importe où dans le monde. Donc, c'est vraiment il faut, je pense, respecter nos racines tout en n'ayant pas peur de la fleur qui pousse éventuellement avec ça. Tu sais. Es-tu un bon ambassadeur de Charlevoix? Ce serait un peu, je trouve que, comme ça fait trop longtemps que je suis parti, je pense que même si je peux témoigner avec grand plaisir puis avec beaucoup de précision de toutes ces belles années-là, 80-90, je pense que ce serait à quelqu'un qui a vécu les dernières années, les 20 dernières années dans Charlevoix, à le faire. Et pourquoi pas toutes les années, je veux dire, je pense juste à mon ami Mathieu Lapointe, là, qui est ici depuis 25 ans avec le bar à jazz, qui a vu passer des générations et des générations, qui est impliqué dans le hockey et tout ça. Je sais que c'est pas genre à Mathieu de parler devant la caméra, mais il reste que des gens comme ça qui ont tout vu depuis 50 ans. Je pense c'est ces gens-là qu'il faut écouter. Parce qu'eux, ils en ont bien plus à dire que moi, je pourrais en dire. Moi, j'ai une vision encore un peu poétique là, de Charlevoix, on ne se le cachera pas. Puis bon, plus on s'éloigne, puis plus le temps fait œuvre, bien, plus notre jeunesse, on s'émerveille de notre jeunesse, tu sais, quand même. Et donc, moi, je trouve que ce que j'ai vécu ici est extraordinaire. Alors que quand j'étais ici, peut-être j'avais une lecture un tout petit peu moins enthousiaste de la chose. Donc, je pense que des bons ambassadeurs, là, c'est ici qu'on va les trouver, plus qu'à Montréal. Puis toi, tu vas-tu revenir régulièrement dans Charlevoix? Ben oui, bon. Okay. Là, je te parlais malheureusement du décès de mon père, qui est quand même mon attache, qui était mon attache numéro 1, mais il me reste des oncles, il me reste un cousin dans le coin. Et puis, il n'y a pas juste la famille, exactement. Je veux dire, un de mes plus grands amis, Simon Tremblay, vit encore ici avec toute sa famille. Alors, je ne vois pas pourquoi je ne viendrais pas le voir. Ma cousine, qui est la seule qui me reste là, du côté de mon père, des Gays, Marie-Ève Gay, alors que je pourrais venir. Tu sais, je veux dire, il suffit que, bon, évidemment, là, c'est un peu fatigant là, avec le gaz qui a augmenté, puis que ça coûte 120$ venir dans Charlevoix les retours. Mais oui, je vais revenir, c'est sûr. Puis j'amène ma fille à toutes les années venir s'amuser pour qu'elle comprenne aussi d'où je viens. Puis qu'elle s'émerveille d'autre chose que ce qu'elle vit dans la région métropolitaine aussi. C'est important, ça. Fait que je te remercie beaucoup pour ce beau témoignage. C'est un plaisir, Gaétan. Puis on se dit à la prochaine parce que je te considère comme un ami et un jour, peut-être que la vie nous... Tu parlais peut-être de possibilités de... il y aura oui, on reste en contact. On reste en contact, c'est clair. Pas de numériser, mais de prendre des idées... D'embellir, oui. De corriger peut-être certains défauts d'images historiques. Oui. Donc, ça peut se faire, puis ça me fera plaisir de participer. Là, tout le temps que tu donnes présentement pour ce genre de projet-là, si je peux contribuer avec les quelques modestes heures, ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Plaisir, Gaétan. Je suis encore en compagnie de la très sympathique et joviale Danielle Harvey. Là, toi, suite à... on a parlé peut-être d'une séparation. C'est-tu là que tu as décidé de m'en venir à... On s'est séparés, okay. Puis j'ai eu les enfants pendant 5 ans. Okay. Mais j'avais beaucoup de responsabilités avec la piscine, la maison. Puis, tout ça amicalement, là? Oui. Okay. Alors, j'ai dit à Jean-Arthur, reprends les enfants et moi, je pars pour Québec. Mais les enfants avec quel âge à ce moment-là? Je pense que Sophie, Johanna était dans vingtaine. OK. C'était des adultes. OK, c'est ça, exactement. Alors... Fait que là, tu décides
de m'en venir à Québec. Okay. Alors, je vais arriver à... T'étais-tu à ta retraite quand tu décides de partir de Oui, Charlevoix? j'enseignais plus. Mais c'était à la retraite? Oui. OK. Oui. Et puis, je suis arrivée dans un édifice pour les personnes âgées. OK. Mais j'étais bien là. J'étais... C'est pas adapté, tu étais autonome à l'époque oui, quand même. Oui, là. Autonome. mais je marchais encore. Okay. J'étais en marchette. Mais... OK, tu étais quand même en marchette, c'est oui. ça, OK. Fait que ça prenait un appartement adapté que tu n'avais pas dans Charlevoix. Il n'était pas adapté. Okay. Mais si je suis partie de Charlevoix, c'est à cause de la séparation. OK. Et puis, dans Charlevoix, quand on sort, il n'y a pas de bateau pavé nulle part. C'est moins bien adapté. Oui. Oui, il n'y a pas de bouton pour ouvrir les portes. Il y en a, mais pas autant que quand tu es dans une place comme Québec. Il n'y en avait pas quand moi, j'étais là. OK, oui. Alors... mais tu avais travaillé un peu dans le domaine de l'Association des handicapés pour qu'il y en ait. Il y en a plus maintenant depuis ton départ de Québec? Je ne sais pas. Mais ça faisait partie du mandat de l'Association des personnes handicapées. Le mandat était surtout de faire des fêtes et de donner du bonheur. Du bon temps aux personnes handicapées. Oui. Moins de revendiquer des choses pour eux. Okay. Puis on allait, par exemple, jouer au quai une fois par mois à Clermont. On jouait au quai avec une allée qui, la boule descendait. Puis elle partait à battre les quilles. Tu as eu du bon temps dans Charlevoix, là. Fait que là, tu décides de t'en venir à Québec. Oui. Parce que, bon, c'était trop lourd, tenir famille. C'est une décision quand même réfléchie pour ton bonheur. Oui, quand même, oui. Puis, quand j'arrivais à Québec, j'avais un rendez-vous chez l'esthéticienne pour... Encore fière? oui. Je faisais dans ce temps-là, j'enlevais tous les poils de mes jambes. OK, t'étais fière. Hein? T'as toujours été fière de toi. Puis, Claude, mon conjoint actuel, conduisait en 98. Il conduisait le transport. Alors, on s'est rencontrés. Il m'a dit, je lui plaisais. Alors, on est allé, c'était l'année du 400e de Québec. OK. Alors, il y avait toute l'histoire de le moulin à images. Oui, c'était beau, c'est dans ce temps-là. J'ai vu ça. Puis c'est là qu'on a sorti ensemble pour la première fois. C'est le moulin à images qui vous a réunis. C'est ça. Bon, merci Robert Lepage. Oui. Alors... Là, donc, une petite vie heureuse à Québec. Tu étais dans une place relativement adaptée. Oui. Un bloc pour personnes âgées, mais qui correspondait à tes... C'est ça, puis j'avais pas... Tu étais en la retraite. Tu travaillais pas, là. Non. OK, tu étais... Oui. OK.
Et puis, j'avais pas à sortir dehors. Toutes les bâtisses, il y avait des couloirs connectés. OK. Avec les épiceries, puis avec les... Oui, puis Claude... C'était dans quel secteur? Dans Charlebourg. Charlebourg, OK. Oui. Et puis, après, je pense qu'on a déménagé 4 autres fois, Claude et moi, ensemble. OK. Fait qu'une petite vie heureuse à Québec, en retraite. Et, oui. Là, Puis actuellement, on demeure dans un bloc du CIUS. OK. C'est nouveau. Oui, puis ici, c'est vraiment une belle qualité de vie. Ça fait 2 mois qu'on demeure ici. Puis il y a des services parce que moi, OK. j'ai plus du tout d'équilibre. Et il y a eu une perte Oui, parce que je suis allée avec mon frère Richard dans un Simon de Place Bellecour à Sainte-Foy. Puis Richard, il est allé un peu vite, puis moi, j'ai pas pensé non plus au pad anti-bascule en arrière du fauteuil roulant. Bien, on cherchait un pyjama. Puis, il fallait aller au 2e. Alors, l'ascenseur était en fonction. Richard a dit, on va monter un escalier roulant. Pas de bonne idée, ça. Non, il n'y a pas de problème pour monter, mais pour descendre, quand la marche a levé, qui a atteint mes pattes anti-bascule, ça t'a fait basculer. Oui, ça a penché, puis j'ai déboulé. Fait qu'arrive un gros accident. Oui. Puis les gens même pensaient que j'étais morte. Mais non. Mais j'avais une main détruite, toutes les os sortis. Puis ils m'ont refait la main. J'ai 8 vis et 2 plaques dans la main. À cette heure, ça sonne là, à l'aéroport. Je ne l'ai pas essayé, mais j'ai pas mal du tout. OK. Malgré tout, tu as réussi quand même à passer au travers, mais maintenant, tu n'as plus d'équilibre. Et là, maintenant, tu es en permanence dans un fauteuil. Le médecin m'a dit, tu n'as pas le choix, tu ne peux plus utiliser la marchette. Alors, mets-toi en fauteuil roulant. Mais une fois que tu es en fauteuil roulant, tu peux pas remarcher. Non, c'est ça, tu perds d'autonomie. De toute façon, ma maladie est évolutive. Fait, c'est une dégénérescence de la moelle épinière et du cervelet. Fait que là, peu importe cet accident-là, tu aurais peut-être un jour dû être en fauteuil roulant. Mais ici, à Québec, c'est bien adapté. Tu es à côté du CR3S. Ici, tout est adapté pour toi. Oui, puis on est dans Vanier. Alors, on est près du centre d'achat, du Maxi. Tout est proche. Le parc aussi Victoria, qui est à côté, tu peux traverser maintenant avec le nouveau pont. Puis la rivière Saint-Charles. Ah oui, la rivière Saint-Charles, ils l'ont améliorée. Je fais du cactus. OK. K-A-R-T-U-S. C'est quoi ça? Ça ressemble à une poussette.
mais longue. Et puis, on embarque, on s'assoit dedans. Et puis, c'est des universitaires. Ils nous poussent. Ah, OK. Puis, eux autres, ils courent tout le long de la rivière. OK. Fait que toi, tu restes active dans ce que tu peux faire. Oui. C'est ça qu'il faut faire quand même. Puis j'aime ça. Même, je suis allée voir Simons. J'ai écrit une lettre à monsieur, à la compagnie Simons, pour offrir qu'il commandite le centre d'une roue. Il aurait pu commanditer puis faire de la publicité sur Simons. Puis finalement, ça n'a pas marché. Mais quand je suis arrivée ici, je me suis impliquée. Parce que il faut que tu sois impliqué, toi. Tu as tout le temps. Tu as le goût de t'impliquer, peu importe. C'est que tu fais pour t'impliquer maintenant. Je fais partie, je suis vice-présidente d'un groupe qui s'appelle CAPVI, Comité d'action pour les personnes vivant des situations de handicap. Alors, on s'occupe un petit peu d'adaptation et d'accessibilité. Alors, on faisait le tour de plusieurs commerces pour dire que le gouvernement peut les aider à informer les gens. Il n'y a pas Kéroul qui s'occupe de ça un peu? Kéroul fait surtout des loisirs. Kéroul est dans les loisirs. Puis donc, pas dans l'information, ce que vous faites. Non. C'est-à-dire informer les gens sur l'accessibilité aux fauteuils roulants. Comment tu trouves l'accessibilité aux fauteuils roulants dans la ville de Québec? Ici, là, c'est parfait. On a même le transport adapté. C'est facile. On téléphone la veille, puis on demande pour quelle heure on le veut. Il nous amène où on veut aller. C'est bien. C'est sûr que dans une ville, dans Charlevoix, c'était moins... Mais j'avais commencé dans Charlevoix, le transport adapté. Mais dans Charlevoix, il fallait avoir seulement un rendez-vous médical ou un gros groupe mené par l'association. Si tu veux aller à l'épicerie ou tu veux juste aller au loisir, au cinéma, tu peux pas. Tandis qu'ici, on peut sortir, aller n'importe où. C'est un peu pour ça ta présence dans la région de Québec. Mais en tout cas, j'imagine que c'est encore possible de vivre dans Charlevoix avec un certain handicap. On le souhaite, en tout cas. Oui. Puis maintenant, dans Charlevoix, ils ont adapté un peu. Mais encore, je ne le sais pas. Quand j'allais à Place Charlevoix, il n'y avait pas de bouton pour ouvrir la porte. Il n'y a plus personne qui vont quasiment. Il y a encore quand même quelques commerces, heureusement. Il y a Sport Expert, mais dans le centre d'achat, c'est plus ce que c'était quand tu vivais dans Charlevoix. Non. Oh non. C'était tellement vivant à l'époque. Oui.
Maintenant, c'est mort. Ah ouais. La plupart des commerces sont des entrepôts pour le Canadian Tire. Mais c'est sûr qu'au moins, les locaux sont loués, mais c'est pas des commerces... Mais en tout cas, ça, c'est... on souhaite que la vie communautaire se poursuive dans Charlevoix. Oui. Et on peut faire que Puis je veux pas laisser qu'elle vit parce que je vais m'ennuyer. Mais as-tu encore beaucoup d'amis? Là, tu as l'occasion de parler à tes amis de Charlevoix qui s'ennuient de toi parce que les gens aimaient te rencontrer. Puis, as-tu encore beaucoup d'amis dans Charlevoix? Dans Charlevoix, les amis qui me restent, c'est mes cousines, mes cousins. OK. Mais à part ça, c'est sûr que je suis sur Facebook, Jean-Luc Martineau, j'en suis André Gobeil. C'est tous tes amis de l'époque qui te suivent grâce à Facebook. Mais on ne se voit pas, on se rencontre pas. Mais je suis certain qu'il y a plein de gens qui sont contents d'avoir de tes nouvelles. Puis savoir, tu sembles heureuse, es-tu heureuse? Oui. Puis je vais bien. Et puis, j'ai un bon chum, Claude. Qui s'appelle Claude, oui. Claude. Es-tu encore dans le domaine du transport? Oui, mais moins. Là, lui a quand même 76. Alors, il travaille juste une journée par semaine. Encore. Mais il fait du transport scolaire. Tes enfants, eux autres, c'est qu'ils font dans la vie présentement? Mes deux, Johanna et puis Samuel, sont dans Charlevoix et demain à la Malbaie. Et ma fille, la plus jeune, Sophie, demain ici dans Vanier. Et elle travaille pour, ça s'appelle Castello. C'est un magasin de jouets. Alors, elle travaille pour elle reçoit, c'est dans l'informatique. Elle reçoit des commandes, puis elle en envoie. Es-tu fière de tes enfants? Oui. Oui. Donc, as-tu encore, toi, des rêves? Là, je pense pas qu'on soit capable de te creuser une piscine. Mais ça serait quoi encore les rêves de Daniel? Eh mon Dieu, j'en ai beaucoup. Moi, là, je rêve juste d'avoir du plaisir, d'être impliqué dans le sport. D'aider les autres. Toi, t'aimes aider les autres. Puis, à l'automne passé, en Joëlette, j'ai monté le mont Offern. Mais une Joëlette, là, tu t'assois dedans, il y a à peu près 6 personnes qui tiennent les bancs. Et puis, c'est eux
on s'attend, le CAVI est un organisme de la région de Québec. Mais on parle de s'étendre plus loin. OK, comme dans Charlevoix? Non. Ouais, peut-être Montréal, peut-être Charlevoix. En tout cas, on regarde à ça. C'est des projets d'avenir. Oui, oui. Ça fait que c'est ça ton quotidien actuel. C'est ça. Puis toi, en plus l'été... Et puis, je joue beaucoup au Scrabble. OK. Je rejoins des gens sur mon téléphone portable. Facebook, sur Facebook, oui. Et puis, je joue, entre autres, avec Lisa Tremblay. Oui, OK, oui. Bon, puis je la reconnais, on voit sa photo. Okay. Alors, je la reconnais. Donc, tu es sorti de Charlevoix. On ne peut pas dire que Charlevoix est sorti de toi. Non, jamais. Charlevoix va toujours rester. Moi, ce que je m'ennuie le plus, c'est de la mer. C'est du fleuve. C'est ici, le fleuve n'est pas large. Là-bas, les levées de soleil aussi. Les levées de soleil à Pointe-au-Pic, à la Malbaie. Ah oui. C'est toute beauté. Oui. En tout cas, on fait une belle rencontre avec toi. Puis je suis content de t'avoir rencontré, d'avoir pensé à toi. Là, on va, au niveau je vais faire une entrevue aussi au niveau du Conseil économique avec Jean Arthur. Tu as gardé un bon contact avec lui. Oui. Puis il s'implique encore moins parce que maintenant, lui avait 5 ans de plus que moi. OK. Alors, il doit avoir 67 plus 5, donc 72. Puis lui, il y a encore tous ses enfants, les enfants dans son cœur. Puis, oui. non, c'est une bonne personne. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup dans Charlevoix. Oui. Puis toi, aussi indirectement, avec lui, vous êtes impliqués. Puis les gens, autrement dit, tu as, je pense, un beau bagage de bénévolat et je crois que tu vas en faire encore longtemps. Comme on s'est dit, toi, ce que tu voudrais, c'est faire des activités. Puis, beaucoup maintenant, là, j'ai le goût de beaucoup de loisirs. De jouer au quai, vas-tu voir des faire spectacles? du quartus, d'aller en spectacle. Oui, quel genre de musique que tu écoutes? Ben, moi, je suis restée les Beatles. OK. Ah, les autres sont séparés, là. Je ne veux pas te décevoir. Oui, je le sais. Mais je les suis pareil. Okay. Puis quand j'entends leur musique... Ben, tu reviens à cette époque heureuse. Oui, oui. OK. C'est que, Daniel, on fait un beau voyage dans ton univers. On te souhaite plein de belles choses encore. Tu as encore l'étincelle de joie dans ton cœur. Et on se dit peut-être à la prochaine. On se dit à la prochaine. OK. Fait que, on dit bonjour à tout le monde dans Charlevoix. Okay. Bonjour tout le monde. OK. Salut. Vous êtes dans mon cœur. OK. Mon Dieu. À nous aussi. OK. Au revoir.